Très bien, merci. Donc effectivement, hein, tout était dans le titre. La présentation que je vais vous faire, déjà merci d'être là, elle va porter sur l'éco-conception dans les applications mobiles, avec notamment une approche sur comment on va pouvoir automatiser une partie de tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Donc moi, je m'appelle Gilles Grousset, je suis le nom au milieu. Je suis cofondateur et CTO d'une agence spécialisée dans conseil et développement d'applications mobiles qui s'appelle Inside App. On a un peu moins de 5 ans, une vingtaine de collaborateurs. Et sinon, en termes de parcours, ça fait, comme on atteste la couleur de mes cheveux, pas mal d'années maintenant que je fais du développement, et notamment du développement mobile. Voilà, j'ai même commencé avant l'iPhone sur des technologies obscures que peut-être certains d'entre vous connaissent, comme le WAP, le J2ME. Et puis, durant toutes ces années de développement mobile, j'ai développé une appétence pour tout ce qui est calimétrie, audit de code. Et c'est comme ça que j'ai décidé il y a quelques temps, il y a plusieurs années maintenant, de me mettre à l'open source pour contribuer sur des outils qui font de l'automatisation, d'analyse de code, notamment en développant des plugins pour SonarCube, que j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent. Donc, j'ai commencé il y a 12 ans en contribuant à un plugin qui s'appelait Sonar Objective-C. Puis après, j'ai fait Sonar Swift quand Swift est sorti il y a 10 ans. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, chez Inside App, on a refait une version un petit peu améliorée de tout ça qui s'appelle Sonar Apple. Et j'ai aussi fait Sonar Flutter pour le support de Dart et de Flutter dans SonarCube. Donc, comme certains d'entre vous me l'ont fait remarquer avant qu'on commence la présentation, alors je suis tout seul, mais j'ai voulu quand même mentionner les personnes avec qui j'ai préparé cette présentation. Donc, tout d'abord, Johanna Dwigou, qui est développeuse iOS Android chez OBS et que certains d'entre vous connaissent apparemment. Et puis le docteur Olivier Le Goer, qui est un enseignant-chercheur de l'Université de Pau et qui travaille justement sur tous les sujets éco-conception avec un focus sur les plateformes mobiles. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir y aller. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler, si j'arrive à... ça marche plus, voilà, d'une maladie qui s'appelle la boulimie énergétique, qui est une maladie qui frappe beaucoup nos applications mobiles. Pas que les applications mobiles, mais nous, on va surtout parler d'applications mobiles. C'est une maladie qui est sournoise puisqu'elle est chronique. On a beau la soigner, elle a tendance à revenir. Et puis surtout, elle est silencieuse. Elle va infecter son application hôte sans forcément affecter directement ses fonctionnalités. Alors, quand je parle de boulimie énergétique, je parle décidément, de ce phénomène-là, qui est le fait que plus on développe des logiciels, moins ils sont ce qu'on va appeler éco-efficaces, puisqu'il va falloir de plus en plus de ressources pour réaliser des traitements. Donc, à titre de comparaison, en 1969, avec 14 kilo-octets de RAM, on était capable de faire tourner le logiciel de l'ordinateur de bord d'Apollo 11 pour poser les premiers hommes sur la Lune, et qu'aujourd'hui, il en faut près de 10 000 fois plus pour faire tourner TikTok sur son téléphone. Donc, bien évidemment, en 69, c'était contraint par les limitations technologiques de l'époque, mais pourtant, les technologies, elles ont évolué, on a beaucoup plus de capacités. Et au lieu de mieux en tirer parti, on a plutôt tendance à s'étaler. Ça s'appelle, si certains d'entre vous connaissent, l'effet rebond. Et donc forcément, ça va avoir un impact sur la consommation énergétique et aussi sur notre environnement, bien évidemment. Alors quand on parle d'environnement, dans le numérique, souvent on va dire que la plus grosse pollution, elle provient de la phase de fabrication des terminaux. Et c'est vrai. Et justement, les constructeurs, ces dernières années, se mettent à faire des efforts dans ce sens-là. Comme en atteste cette illustration qui vient d'une documentation Apple qui montre, on va dire, les efforts qui ont été faits en termes d'empreinte carbone sur l'iPad 10e génération. C'est du kilo de CO2 émis. Et ça inclut à la fois la phase de fabrication et la phase d'usage pendant 3 ans, là, ce que vous voyez. Donc on voit qu'ils vont utiliser plus de matériaux recyclés, qu'ils vont utiliser des matériaux moins polluants, et ils vont aussi utiliser plus d'énergie propre dans le processus de fabrication. Donc c'est bien, les fabricants, finalement, les constructeurs, ils font leur part pour décarboner.
Alors là, je parle d'Apple, mais on va trouver le même genre de document chez Samsung. Donc c'est bien. Et donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va pouvoir agir en tant que développeur sur la partie Electricity for Charging, qui est la petite partie jaune en bas, qui est l'électricité nécessaire à l'utilisation du device donc pendant ces 3 ans. Alors la question que vous pouvez vous poser quand vous voyez le graphique, c'est finalement, c'est pas la part la plus importante. Finalement, est-ce qu'il y a un intérêt de le faire? La réponse, bien évidemment, elle est oui, puisque si on prend un peu de recul sur les statistiques d'usage, les apps mobiles sont un excellent levier de décarbonation, puisque aujourd'hui, dans le monde, on va passer à peu près, un peu plus de 3h12, je n'ai pas fait le total, 3h12 de temps de connexion par jour, en moyenne. Et finalement, sur ces 3h12 de connexion par jour, on va passer l'écrasante majorité, soit 2h35 sur un smartphone. Et sur ces 2h35 passées sur un smartphone, on va passer uniquement 19 minutes à naviguer sur Internet avec son browser, contre 2h16 à utiliser des applications. Donc, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, ça veut dire qu'aujourd'hui, 70% de notre temps de connexion, il est consacré à l'utilisation d'applications mobiles. Et donc, si on ramène ça au fait qu'on a près de 7 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde, je ne sais pas quel est ce bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Quelqu'un qui s'est branché sur le Bluetooth. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Et donc, du coup, près de 7 milliards d'utilisateurs dans le monde, avec en plus, en moyenne, plus d'un périphérique par personne. Donc, la question du est-ce qu'on a intérêt, est-ce que ça sert à quelque chose? La réponse est bien évidemment oui. Puis même, on pourrait se demander si ce ne serait pas un devoir de tous s'y mettre. En tout cas, devoir ou pas, ce qui est certain, c'est que tôt ou tard, ça va devenir une obligation, puisqu'en termes de réglementation, les choses progressent, alors doucement, mais sûrement, puisque depuis quelques temps, on a un référentiel au niveau de l'État qui s'appelle, sur l'éco-conception, qui s'appelle le RGESN, Référentiel général de l'éco-conception des services numériques, qui commence à poser quelques règles, quelques bonnes pratiques. C'est un référentiel qui va être intégré dans une loi sur le numérique responsable, qui s'appelle la loi REN, pour ceux qui connaissent. Par contre, ces référentiels, ils ont un problème, c'est que, de toute façon, c'est dans le titre aussi, que c'est général, donc c'est très généraliste. Donc, quand, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent ou l'ont lu, une bonne partie de ce qui va être évoqué sont quand même des généralités qui vont être difficilement, en tout cas pour nous, développeurs, applicables dans le code de tous les jours. Et surtout, les critères qu'ils vont proposer, ça va plus être un accompagnement pour sensibiliser que réellement des critères pour dire c'est bon, c'est pas bon. Et donc, c'est difficile de s'y situer. Alors moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça va continuer à évoluer et que ça va être de plus en plus praticable. Mais en attendant, la clé, finalement, elle va plutôt résider dans le fait d'utiliser des référentiels dédiés, spécialisés par technologie, puisque les problématiques ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, sur mobile, on va avoir des spécificités, puisqu'on va travailler avec beaucoup de hardware consommateur d'énergie. On a le fait d'être sur une batterie. Ce n'est pas forcément la même chose qu'on va avoir dans des applis qui tournent dans des data centers ou ailleurs. Donc la clé, c'est probablement ça. Et donc, ça tombe bien, puisque c'est ce dont je vais parler dans la suite de cette présentation. Puisque je vous rappelle que nous, notre objectif, c'est de lutter contre cette maladie qui s'appelle la boulimie énergétique. Et donc, quand on veut lutter contre une maladie, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer en général par une phase de recherche pour la connaître, savoir un peu comment elle se caractérise et surtout identifier ses symptômes. Alors les symptômes, dans une application qui souffre de boulimie énergétique, on peut imaginer plein de manières de les identifier. Moi, je vais vous parler d'une manière avec laquelle je suis assez familière, qui est en regardant le code source de l'application. Donc, un symptôme que quelque chose ne va pas bien au niveau énergétique dans une application, on appelle ça un code smell. La définition un peu plus académique, c'est celle-là. C'est un problème de conception ou d'implémentation dans le code qui va avoir un impact sur l'empreinte carbone de son application. Attention, comme je disais au début, ce n'est pas un bug. L'application va continuer la plupart du temps à fonctionner. Du point de vue utilisateur, on ne verra pas de différence. Mais on aura quand même cet impact-là. Et donc,
Ces symptômes, il va falloir les rechercher. Où est-ce qu'on va les rechercher? Il va falloir passer beaucoup de temps à potasser la documentation des OS mobiles, des diverses API, voir un peu comment elles fonctionnent, avec quel hardware et de quelle manière elles interagissent avec. Donc c'est Olivier Le Goher, vous savez, l'ancien chercheur dont je parlais dans mon introduction, qui a initié les travaux maintenant il y a un peu plus de 2 ans, me semble-t-il, pour justement constituer un référentiel de CodeSmell sur les applications mobiles. Alors, il a commencé sur Android, et puis maintenant, depuis 1 an et demi, chez InsideApp, on l'aide sur la partie iOS. Donc, sur Android, il y a un peu plus d'une quarantaine de CodeSmell identifiés. Sur iOS, on n'en est qu'à 15 pour le moment, mais on va progresser. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce référentiel? En gros, on va retrouver une documentation sur chacun de ces CodeSmell avec la description, les impacts et la manière de l'identifier dans le code. Et puis, comme il y en a beaucoup, on les a catégorisés. Aujourd'hui, il y a 8 catégories. Donc voilà les 8 catégories. Alors, je ne vais pas toutes les présenter, mais je peux peut-être m'arrêter sur quelques-unes pour donner un peu plus de concret. Donc, par exemple, la catégorie Optimize API, elle va regrouper les CodeSmell qui vont mettre en évidence le fait qu'on ne va pas utiliser l'API appropriée ou alors le composant graphique approprié pour réaliser le traitement que l'on souhaite faire. Le cas classique, c'est je vais faire des scroll view et je ne veux pas faire de réutilisation de vue pour mes cellules. Voilà, c'est un cas parmi d'autres. On a aussi la catégorie bottleneck, où là, c'est plutôt la performance des traitements, des algorithmes qui peut être mise en cause, ou alors la manipulation des données. Cas classique, j'ai une application qui dialogue avec un backend via une API HTTP et qui ne va pas utiliser la compression pour envoyer ses payloads. On en a d'autres, top, merci. On en a d'autres un petit peu plus spécifiques, comme tout ce qui est idleness, où on va s'assurer que derrière, il n'y a pas des morceaux de code qui vont, on va dire, entraver tout ce qui est bon fonctionnement de mise en arrière-plan ou mise en veille de l'application du smartphone et qui pourrait avoir des impacts sur la consommation énergétique. Je pourrais aussi parler de la partie release. Donc la catégorie release, elle, c'est s'assurer que le code qui est livré en production est compilé avec les bonnes optimisations et qu'en termes de packaging, on ne va pas embarquer des ressources qui ne sont pas nécessaires et qu'on va utiliser tout ce qui est mécanique d'optimisation de packaging disponible sur les plateformes iOS et Android. Donc voilà, il y a plusieurs catégories, plusieurs CodeSmell. Si ça vous intéresse, tout ça, c'est open source. C'est publié sur un dépôt GitHub qui est celui de Green IT. Vous connaissez peut-être le collectif Green IT. Donc c'est le collectif de Frédéric Bordage qui a écrit le best-seller Les 115 bonnes pratiques web. Donc vous pouvez le consulter. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi y contribuer. Toute aide sera la bienvenue. Donc ne soyez pas timide. Alors, ça fait maintenant plusieurs minutes que je vous parle de CodeSmell, mais on n'en a pas encore trop vu, donc on va peut-être s'attarder sur un ou deux, histoire de rentrer plus concrètement dans le sujet. Alors là, je vais en prendre un qui est assez simple, qui s'appelle Keepscredon. Keepscredon, c'est un CodeSmell qui dit que, à moins que ce soit vraiment, 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 absolument nécessaire, il ne faut jamais bloquer la mise en veille d'un écran, de l'écran de son smartphone dans son application. Pourquoi? Parce que l'écran, c'est le composant le plus énergivore quand il est allumé sur un smartphone. Alors bien évidemment, il y a des cas d'usage où ça va être nécessaire. Par exemple, je prends l'exemple d'une application de navigation GPS pour automobile. On n'aime pas trop que ça se mette en veille pendant qu'on conduit. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, il y a pas mal d'autres cas où on pourrait, quand on voit ce genre de CodeSmell, imaginer soit via la technologie, soit via le design, de trouver une alternative pour éviter de faire ce genre de choses. Puis aussi, il y a le cas où ça peut être involontaire, un mauvais copier-coller, un code donné par notre ami ChatGPT. Voilà, c'est vite fait, c'est juste une ligne souvent. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de QA qui s'amusent à attendre 3 minutes devant chaque écran s'ils se mettent en veille. Moi, j'en connais pas. Donc, ce sont des problèmes qu'après, on peut retrouver facilement en prod, mais sans forcément s'en rendre compte. Donc comment ça se détecte? Il est assez facile à détecter celui-là, puisque sur iOS, il suffit de désactiver le idle timer. Donc voilà, c'est une ligne.
Et sur Android, donc on va rajouter un flag keep Crinone, d'où le nom du code smell, sur la window. Bon, après, sur Android, on peut le chercher dans le code. On va aussi pouvoir le trouver directement dans les fichiers layout XML. Donc ça, c'est pour un premier code smell. On a un deuxième qui s'appelle, alors il est aussi sur Android iOS, mais bon, pour des raisons de place, j'ai réparti ça en 2 slides, qui s'appelle Thrifty Geolocation. Donc lui, c'est un code smell qui dit que quand on veut récupérer la position du smartphone via les services de géolocalisation, il faut toujours contextualiser son appel. Il existe, alors là sur Android, un système qui va permettre de sélectionner donc le best provider, c'est-à-dire la méthode la plus appropriée pour récupérer la localisation. Et pour trouver ce best provider, on va lui fournir un critère, donc notamment en termes de consommation énergétique que l'on souhaite allouer et précision que l'on souhaite. Bien évidemment, si on est sur un logiciel de type navigation GPS, on va vouloir quelque chose de précis. Par contre, si on a juste besoin de savoir dans quel pays on se trouve, c'est peut-être pas la peine de déployer, de réveiller tous les capteurs du téléphone pour le faire, puisque, comme vous le savez peut-être, sur les OS, il y a plusieurs méthodes pour se géolocaliser. Déjà, il y a tout ce qui est cache au niveau de l'OS, et puis après, on va pouvoir essayer de le faire avec du Bluetooth si c'est allumé, du Wi-Fi, ou alors même se contenter de l'adresse IP. Donc, on l'a là sur Android, et sur iOS, c'est un peu le même principe. Sur Location Manager, on a 2 properties qui permettent de définir la précision souhaitée et le type d'activité qu'on souhaite traquer. Donc, il y a fitness, automotive, il y a tout un tas de catégories. Et ça va laisser la possibilité au système de décider et d'optimiser ses appels pour vous rendre le service. Donc, ces 2 exemples parmi beaucoup de code smell. Alors en plus, on les a pas encore tous trouvés, hein. Il y en a encore plein d'autres, je pense. Et donc, c'est bien. Maintenant, on a des codes smell, on a un catalogue, mais après, comment on va faire pour faire l'analyse? Parce que, comme vous l'avez vu, la boulimie énergétique, c'est pas une maladie orpheline, hein. Depuis le temps que ça existe, c'est carrément une épidémie. Donc, il va falloir un peu tester les applications en masse. Et pour ça, il va falloir mettre un protocole un peu industriel pour faire notre examen clinique. D'autant plus que comme l'application est chronique, il va falloir répéter l'examen pour être certain que notre combat contre la maladie est efficace et qu'elle ne revient pas. Et donc pour ça, on va utiliser des outils automatisés. Donc les outils automatisés, il en existe plusieurs pour faire de l'éco-conception qui vont pouvoir s'intégrer donc à tout ce qui est chaîne d'intégration continue telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc bon, il y a plusieurs types d'outils. Donc ces outils, ils ont des fonctionnements différents. Il y en a qui sont open source, il y en a qui sont commerciaux, mais ils vont pouvoir permettre justement d'automatiser un certain nombre de contrôles. Ils ne fonctionnent pas tous sur le même principe et il n'y en a pas beaucoup finalement qui sont très adaptés au mobile. Là, il y en a quelques-uns, alors je ne les connais pas tous, mais il en existe aussi d'autres. Mais je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, Power API. Power API, c'est un outil qui va monitorer des processus et qui, en fonction des ressources utilisées par les processus, va extrapoler via une formule l'empreinte carbone du logiciel qui tourne. On a un autre qui s'appelle EasyVirt. Alors là, on est très loin du mobile, puisque là, il va justement extrapoler le calcul de l'empreinte carbone, mais plutôt au niveau d'infrastructure et de services cloud. Puis je vais revenir sur la partie mobile, où on a donc GreenSpector, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui lui fait de la mesure réelle sur périphérique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire des tests d'automatisation, un peu comme des tests end-to-end, et on va pouvoir du coup passer ces scénarios sur des benches de vrais périphériques dans des états de connexion, de charge qui vont être différents pour collecter tout ce qui va être métrique de consommation de ressources et y compris tout ce qui est vitesse de décharge de la batterie. Et puis il y en a un autre qui s'appelle EcoCode qui lui va utiliser ce dont je vous parle depuis le début, donc les codes smell, qui lui il va pas être capable de vous sortir une empreinte carbone, mais va être plutôt destiné aux développeurs pour pointer les endroits où il y a des potentiels problèmes.
Et donc, si je vous parle de celui-là, c'est parce que c'est celui que je connais le mieux, puisque je suis contributeur. Donc, je vais faire un petit focus maintenant sur EcoCode. Donc, EcoCode, c'est un outil d'analyse statique, c'est-à-dire qu'il va se baser uniquement sur les sources et les ressources d'une application pour essayer de trouver ces fameux codes smell. Ça aurait pu être un logiciel autonome, il aurait pu fonctionner en standalone, mais on s'est dit que pour faciliter l'adoption et le déploiement, ce serait mieux de l'intégrer à SonarQube. Alors ça, j'en ai parlé au début, je vais en reparler, j'aime bien Sonar. Et donc, voilà, aujourd'hui, EcoCode, c'est une suite de plugins qu'on va pouvoir installer assez rapidement sur Sonar et qui va permettre de lancer des analyses sans configuration spécifique assez rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez bien SonarQube ou pas, je vais expliquer un peu le principe, comment ça fonctionne, notamment avec EcoCode. Donc SonarQube, c'est un logiciel qui est plutôt destiné à de la calimétrie sur des bases de code, et donc qui va remonter ce qu'on appelle des issues, des défauts. Et il les catégorise dans aujourd'hui 3 grandes catégories, donc sécurité, fiabilité, maintenabilité. Bien évidemment, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore sustainability ou sobriété qui permettrait de remonter nos codes smell. Donc, ils ont mélangé dans maintenabilité. Donc là, par exemple, c'est un projet de test où il y a 44 issues détectées, mais pas forcément tous des codes smell. Alors, heureusement, l'interface de Sonar est bien faite. Après, derrière, c'est ce qu'il y a sur le deuxième écran. On va pouvoir filtrer sur les tags pour se rendre compte finalement, si on filtre sur le tag EcoCode, qu'on a 25 codes smell. Et donc, quand on veut voir un peu plus en détail ce que ça donne, on clique dessus, bien évidemment, et là, le fichier source s'ouvre, là sur la gauche, et il va nous souligner le problème. Donc, le problème, à première vue, il n'est pas forcément trivial. En gros, alors c'est écrit en petit, mais je vais décrire ce que c'est. C'est juste la création d'un timer. Donc, timer, j'imagine tout le monde sait ce que c'est. Ça va permettre de programmer l'exécution d'un bloc de code dans le futur en one-shot ou de manière répétitive. Cas d'usage classique, si j'ai une API qui ne fait pas de push, je vais pouvoir programmer toutes les minutes d'aller appeler mon back-end pour rafraîchir les données locales, par exemple. Donc ça, on connaît. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est un peu spécial. Il va nous dire, c'est pas bien, tu n'as pas mis de tolérance sur ton timer. Alors, je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est la tolérance sur un timer. Si vous savez ce que c'est, c'est bien, vous allez pouvoir corriger. Si vous ne savez pas, vous cliquez sur Why is this an issue et vous arrivez sur le deuxième écran. Donc le deuxième écran, il vous explique un peu ce que c'est. Et il vous donne des exemples compliant et non compliant. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est un code smell qui s'appelle rigid alarm. Qui dit donc effectivement que quand on définit un timer comme ça, c'est important de toujours lui préciser une tolérance. Alors j'ai montré à iOS, mais ça existe aussi sur Android. Pourquoi? Parce que si on lui donne une tolérance, c'est-à-dire qu'on lui donne une marge d'erreur, par exemple, tu te programmes notre refresh de données toutes les minutes, mais je te donne une tolérance de 3-4 secondes, finalement, ça ne va pas avoir trop d'impact sur l'expérience de l'utilisateur, qui est 2-3 secondes d'écart sur le refresh, enfin la majorité du temps. Par contre, ça va être très bénéfique justement pour la consommation énergétique de l'application, puisque qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que l'OS, derrière, il va essayer de regrouper ses traitements, et au lieu de réveiller plusieurs fois par intermittence le CPU et éventuellement d'autres périphériques, il va tout faire d'un coup. Et ça va avoir un impact, puisqu'on va mutualiser, on va dire, les ressources, et on va consommer moins. Donc voilà à quoi ça ressemble dans Sonar. Donc, c'est l'interface complètement standard, et en vrai, nous, on aimerait bien qu'un jour ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire que, comme je le disais, Sonar, c'est vraiment orienté sur tout ce qui est calimétrie. On aimerait mettre un peu plus en avant tout ce qui est indicateur lié à l'éco-conception. Donc ça, c'est un POC qui a été fait. C'est directement les sources de Sonar qui ont été modifiées pour que ça soit présenté comme ça, pour mettre en avant, là, pour le coup, uniquement l'aspect éco-conception. Pour le moment, c'est pas le cas, mais par contre, j'ai eu la chance de parler avec des personnes de chez Sonar Source, l'éditeur de Sonar, il y a 3 semaines.
Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont prévu de faire. Alors, je ne parle pas de date exacte, c'est-à-dire ajouter cette dimension éco-conception, puisque donc, c'est un sujet, c'est quelque chose sur lequel ils discutent beaucoup en interne. Donc, peut-être qu'on n'aura pas des petits ours, mais on aura une manière d'avoir un indicateur global un peu plus visible pour mieux nous guider et aussi nous sensibiliser à ces problèmes d'éco-conception quand on développe. Alors, j'aurais pu arrêter ma présentation là. Bon, déjà, je suis allé un peu plus vite que prévu. Et puis, bon, je me dis qu'on est entre développeurs, donc ça serait quand même bien de nous expliquer un peu plus en détail finalement comment EcoCode fonctionne derrière pour faire son analyse. Et ce que je vais vous présenter, donc c'est le fonctionnement de l'unité interne de notre superclinique qui soigne la maladie de la boulimie énergétique. Décidément. Alors, donc, Sonar, je ne sais pas si vous connaissez bien ou pas, en fait. Donc, à la base, c'était un produit. Maintenant, il y a plusieurs produits déclinés. Aujourd'hui, on ne supporte pas tout. Donc, il y a un outil qui s'appelle SonarLint. C'est un linter intégré dans l'IDE. Déjà, parce qu'il n'est pas très utilisé. Et puis, surtout, il ne fonctionne pas sur Xcode. Donc, côté mobile, ça limite un peu l'espace de jeu. Ensuite, il y a Sonar Cloud. Sonar Cloud, c'est leur version SaaS d'analyse. On n'a rien à installer chez nous. On lui soumet le code, il fait l'analyse. Donc celui-là, on aimerait bien le supporter, mais aujourd'hui, on ne peut pas, puisque sur Sonar Cloud, il faut installer des plugins custom. Et on ne peut pas installer. Nous, il faut qu'on utilise des plugins custom. Et justement, sur Sonar Cloud, pour le moment, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas le faire. Là aussi, ils nous ont dit que c'était à l'étude, puisque c'était une demande qu'ils avaient de pas mal de leurs clients. Donc peut-être que ce sera faisable dans le futur. Et donc finalement, il nous reste le dernier, qui est l'historique, qui est SonarCube, qui est la version la plus connue et la plus répandue, qui elle est la version qu'on va pouvoir télécharger, installer, et faire tourner comme on veut, où on veut. Il y a plusieurs éditions, une version community open source, puis des versions commerciales, donc il y a développeurs et enterprise, je crois, qui apportent quelques fonctionnalités supplémentaires. Pour information, donc il y a une sorte de marketplace de plugins dans Sonar. On a déjà fait valider la partie Android pour EcoCode, donc on peut l'installer en un clic. C'est pas encore le cas sur iOS. Ça fait partie des objectifs qu'on veut essayer d'atteindre d'ici la fin de l'année. Donc après, comment ça fonctionne quand on fait un plugin Sonar et comment on va faire le plugin Sonar sur EcoCode? La première chose qu'on va faire, c'est que dans le plugin, il va falloir qu'on lui mette tout le référentiel. Le référentiel donc, de CodeSmell dont je parlais, il va falloir le transformer en issue avec des identifiants bien précis pour que l'API Sonar le comprenne. Il va falloir fournir pour ces issues des descriptions, les documentations. Il va falloir lui définir une sévérité de base et lui estimer un temps de rémédiation, puisque, comme vous le savez, si vous utilisez Sonar, il va faire des estimations de dette technique en temps de rémédiation. Et une fois qu'on a ça, on range tout ça dans un quality profile, donc qui est un peu notre référentiel. Et puis une fois qu'on a fait ça, après, qu'est-ce qui va se passer à chaque analyse? En fait, dans l'API Sonar, il y a un module qui s'appelle un sensor, et le sensor, en gros, il va être dans le plugin, et un sensor, on va le déclarer, et on va lui dire, en gros, à Sonar, je veux que tu m'envoies sur ce sensor tous les fichiers de ce type-là. Donc là, on est sur du Swift, donc on va dire à Sonar, dès que tu vois un fichier source passé, que tu fais une analyse, tu me l'envoies. C'est comme ça qu'on va s'interfacer avec Sonar. Et donc on reçoit les fichiers sources au format texte, pour pouvoir les analyser. Alors, pour pouvoir les analyser efficacement, on va devoir les parser et les transformer en AST, donc une version, on va dire, arborescente de la syntaxe. Donc AST, je ne sais pas si, donc ça veut dire Abstract Syntax Tree. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais c'est quelque chose qui est assez utilisé dans tout ce qui est génération de code. Et puis, tous les compilateurs fonctionnent comme ça aujourd'hui. D'abord, ils vont parser la syntaxe, ensuite ils vont faire l'AST, puis après ils vont faire la génération de code. Donc on va l'utiliser dès qu'on veut faire de la manipulation de code, ou alors de l'analyse, comme c'est notre cas là,
puisque c'est plus approprié que de faire des regex sur des fichiers plats où on ne va pas avoir trop le contexte, on ne va pas savoir si c'est imbriqué dans un bloc ou un autre. Puis ça va vite devenir compliqué et illisible sinon. Et donc une fois qu'on a cet AST, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on vérifie pour chacun de nos codes SMEL s'il déclenche ou pas sur l'AST. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des checks qui vont prendre l'AST, qui vont rechercher le ou les motifs qui peuvent déclencher la règle, puisque là, je vous ai montré des règles assez simples, mais il y en a où on va avoir plusieurs syntaxes qui peuvent déclencher le même comportement. Et puis, bien évidemment, quand un check va détecter un problème, là, il va se rebrancher sur l'API Sonar et il va dire, tiens, là, par exemple, dans l'exemple, j'ai l'issue keep screen on qui est détectée, elle se trouve dans tel fichier source, à telle ligne, de telle ligne à telle ligne, d'ailleurs, il est plus précis sur la position. Et bon, tout ce qui est sévérité, rémédiation, ça, c'est des choses qui sont associées directement dans la déclaration de règles, ce que j'ai dit avant. Donc voilà à peu près comment ça marche. C'est pas très compliqué, hein. Donc, je vous dis ça parce que si jamais vous voulez contribuer. Donc c'est sympa, mais bon, le mobile, c'est pas que Swift et c'est pas qu'un langage, hein. Et puis plus ça va, plus on en rajoute. Donc en fait, on n'a pas un seul scanner, on a plusieurs scanners, hein, un par langage à peu près. Puisque pour Android, on va avoir du Java, on va avoir du Kotlin. Bon, pour iOS, pour le moment, on n'a fait que du Swift, comme le plugin est plus récent, et que c'était peut-être pas grave si on faisait l'impasse sur Objective-C. Donc, on étudiera plus tard. Et puis donc, il faut regarder les fichiers sources, mais les codes SMEL, on va aussi pouvoir en trouver dans les fichiers de ressources. Donc, typiquement, sur Android, qui aime bien le XML, on va pouvoir en chercher dans le manifeste, ou dans les fichiers de layout, ou éventuellement dans d'autres fichiers de ressources. D'ailleurs, même sur iOS, hein, on va devoir chercher dans du XML, puisque sur le info plist, on va pouvoir trouver des codes SMEL. Typiquement, hein, j'ai explicitement désactivé le support du dark mode sur mon application. Ça, c'est mal. Voilà. Et puis oui, Android aussi, on va avoir tout ce qui est script de build, donc en Groovy, puisque comme je l'avais dit, on a une catégorie release qui va regarder les paramètres de compilation, la manière dont l'application est packagée, pour essayer d'y détecter des codes SMEL. Donc voilà. Alors il y en a où j'ai mis des petites étoiles parce que en fait, en fonction de ce qui est disponible dans SonarCube, il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées à faire. Faut savoir que SonarCube, quand il est livré, donc l'éditeur Sonar Source fournit un certain nombre de plugins et donc le support de langage de base, hein, ça va être le cas par exemple de Java, mais pas de tous. Donc, sous il n'y a pas l'étoile, ils sont supportés, on va dire, out of the box. C'est-à-dire que quand on va faire l'analyse avec EcoCode, on va pouvoir récupérer dans ces plugins-là toute la partie analyzer, donc toute la partie qui va faire le parsing, la génération de l'AST, et puis les outils qui vont permettre de parcourir l'arbre. C'est pas le cas de tous les langages. Bon, par exemple, Groovy, il n'y a pas de support officiel, donc la team Android va utiliser un plugin tiers pour rajouter le support du langage. Et pour la partie Swift, c'est encore plus compliqué, compliqué. C'est encore un cas différent, puisque Swift, en fait, il n'y a pas de support dans la version open source, mais il y a un support dans la version commerciale. Et donc, comme je disais, nous, chez InsideApp, on fait une version open source du support des techno Apple, donc Objective-C et Swift. Et l'idée, c'était que le plugin puisse fonctionner aussi bien quand on a une version commerciale, quand on a une version communautaire open source. Et donc, le problème du plugin, c'est que du coup, comme il ne sait pas avec qui il va devoir faire équipe, on ne va pas pouvoir faire de dépendance sur un éventuel plugin, puisqu'on ne sait pas si ce sera le commercial ou l'open source. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toute la partie analyse, parsing et AST directement dans les sources du plugin Swift. Comme ça, au moins, il est agnostique. Donc voilà, je suis très en avance. J'espère que vous aurez beaucoup de questions. Donc là, du coup, je suis presque à la fin. Ce que je voulais juste retoucher 2 mots sur le projet EcoCode de manière un peu plus générale. Donc, EcoCode, c'est un projet open source qui est porté par une association qui s'appelle Green Code Initiative.
Nos travaux sont tous accessibles publiquement sur les dépôts GitHub. Là, pour la présentation, comme on parlait de mobile et que moi je suis plutôt mobile, j'ai parlé que du mobile, mais EcoCode, ça existe aussi pour tout ce qui est techno non mobile. Ça va supporter plusieurs langages, notamment tout ce qui va être JavaScript, Python, C#. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil au site web si vous voulez. On a un Slack communautaire, hein, donc si vous voulez vous renseigner, curieux, ou alors, encore une fois, que vous avez un peu de temps pour contribuer. Et puis, EcoCode, c'est aussi un hackathon annuel, donc qui s'appelle l'EcoCode Challenge. La 3e édition a eu lieu il y a 3 semaines, là, à Paris. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce hackathon ? Là, on a réuni 120 développeurs d'horizons, d'entreprises différentes qui sont venus nous aider justement à 2 tâches principales. La première, c'est l'identification de nouveaux codes SMEL, parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez long à détecter. Puis après, souvent, on va utiliser un outil de mesure comme GreenSpector ou autre pour regarder si vraiment le code SMEL il a un impact ou pas. Et puis d'autres équipes qui vont plutôt se concentrer sur l'implémentation de la détection de ces codes SMEL dans les divers plugins Sonar EcoCode. Donc si vous voulez inscrire l'an prochain, c'est aux alentours du printemps, n'hésitez pas. Voilà, la consultation touche déjà à sa fin, hein. Je pensais que j'aurais été un peu plus long. Juste pour vous dire si les sujets d'éco-conception vous intéressent. L'an dernier, nous, donc Inside App, avec notre chercheur Olivier Le Goer et GreenSpector, nous avons publié un papier scientifique qui parle de l'impact écologique liés aux diverses technos de développement mobile, donc natives, et puis divers frameworks cross-platform. Donc, comme l'URL est un peu difficile à lire, j'ai mis un QR code, j'espère qu'il va marcher. Sinon, on peut en reparler après. Voilà, pour le coup, j'ai terminé, mais je compte sur vous pour les questions. Merci. Salut. Hello. Petite question, est-ce que tu sais si Sonar compte s'interfacer avec une AI ou a dans les plans de s'interfacer avec une AI? Parce que pour moi, ça me paraît être un cas d'usage qui est vraiment purement adapté pour une AI. Concrètement, c'est tu lui files les rules, tu entraînes à ça. Et en plus de parcourir ton arbre de code, je pense que ça peut être vraiment bien d'avoir une AI qui s'interface et qui aille réfléchir pour toi derrière. C'est juste Tout à fait. Savoir si c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, aussi bien du point de vue EcoCode que de au niveau de Sonar. Voilà. C'est une très bonne question parce que justement, on leur a posé quand on les a vus à l'occasion de notre challenge EcoCode. Ils viennent tous les ans. Et effectivement, ils nous ont dit que chez eux, c'était à l'étude. Alors, pas pour la partie détection, parce qu'ils sont quand même assez dogmatiques sur la manière de détecter, et entre guillemets, ils n'ont pas encore assez confiance aux résultats que ça peut produire. Par contre, de ce qu'ils nous ont dit, ils ont mis ça plutôt dans une roadmap où l'idée, ce serait de proposer des rémédiations aux problèmes avec de la génération de code. Donc ça, c'était pour la partie Sonar. Pour la partie EcoCode, oui, on s'est posé la question. On s'est posé la question parce qu'effectivement, c'est assez facile à faire le test avec un LLM. Tu lui passes quelque chose, tu dis est-ce que tu détectes ça et dis-moi à quelle ligne c'est. C'est vrai que souvent, il arrive à détecter des choses si on l'explique clairement. Par contre, la réflexion qu'on se posait, c'était est-ce qu'il faut l'utiliser à chaque fois? Bon, aujourd'hui, on ne l'utilise pas du tout. Et si on l'utilise, est-ce qu'il faut l'utiliser à chaque fois? Parce que le problème, c'est que faire une vérification sur un AST, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de faire de l'inférence sur le LLM. Mais par contre, un cas qu'on a mis en œuvre, justement, c'est une discussion qu'on a eue avec Olivier. On sait qu'il y a des cas où la détection dans le code statique, comme ça, dans un AST, c'est limité. On ne va pas pouvoir couvrir tous les cas possibles. Et il y a un cas qui serait intéressant de couvrir et qu'on a plus ou moins prototypé justement avec de l'IA, c'est détecter quand est-ce qu'on utilise un cache ou pas. Parce que forcément, utiliser un cache, il y a plein de méthodes pour l'implémenter. Et donc, c'est pas en lisant un AST qu'on va pouvoir le voir. Et par contre, le LLM, s'il est bien configuré,
il va pouvoir de manière assez fiable savoir si on a utilisé un cache pour son réseau ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas s'il faut basculer tout LLM parce que ça a un impact sur les ressources et qu'il y a des traitements relativement simples. Quand on cherche un nom de méthode, on va peut-être prendre une massue pour écraser une mouche. Mais par contre, il y a des cas aux limites qu'on ne sait pas couvrir. Moi, je pense que c'est plutôt sur cela que là, on va avoir un bénéfice. Et après, l'autre problème qu'on va avoir, en tout cas si on reste sur du plugin Sonar, c'est qu'aujourd'hui, les plugins Sonar, si on veut les mettre sur la marketplace, donc ça passe une sorte de petit process de validation light, on n'a pas le droit de faire appel à un système déporté. Ils ne veulent pas en gros qu'on aille appeler un LLM ailleurs qui retourne les résultats. Il faut que tout se fasse directement dans le plugin. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation et merci pour ton engagement. Moi, je vais essayer de faire 2 questions en une, en fait. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que vous ne fonctionnez pas avec SonarLint. Oui. Alors moi, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir être compatible avec un linter pour pouvoir, en fait, justement, annoncer le problème au plus tôt. Par exemple, tout à l'heure, tu as donné l'exemple d'un copier-coller. Alors là, tu fais ton copier-coller et directement, ça va pouvoir t'indiquer. Tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir poussé ton code, que la CI à tourne et que tu as le rapport. Directement de voir où est le problème. Et du coup, la deuxième question qui va dedans, c'est est-ce que vous avez essayé de faire des contributions à l'open source project Android, par exemple, au niveau du linter, justement, et si oui, comment ce genre de proposition, de contribution avait été reçu? Alors, pour la première question, le lint, pour le moment, on ne le supporte pas parce que on a quand même une bande passante assez limitée chez EcoCode, hein, on fait ça sur notre temps libre. Donc, ce n'est pas une priorité. Puis, comme je disais, comme il n'y a pas de support Xcode, tout ça, ça a limité l'intérêt pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'y pencher à un moment ou à un autre. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez connu. Hein. Plus tôt on détecte, moins ça coûte cher à corriger. Donc, il faudra sans doute qu'on se pose la question. Pour le moment, voilà, ce n'est pas prioritaire. Mais après, ce n'est pas très compliqué de le faire fonctionner en ligne, ce qu'on a déjà fait. Et concernant les contributions au linter, on va dire officielles des plateformes, non, on ne l'a pas fait. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que les travaux d'Olivier, comme ils sont en open source, pas mal de règles ont été reprises dans d'autres outils, sans forcément citer, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais on va les retrouver. Donc après, effectivement, ça aurait peut-être le coup de remonter les points. Moi, j'ai une question sur un truc que tu as dit, que tu désactivais le dark mode sur les applications. Alors, ça va être une question en 2 morceaux aussi. Donc, pourquoi tu le fais et est-ce que, du coup, parce que le dark mode est quand même quelque chose d'assez important pour l'accessibilité, est-ce que vous êtes en relation avec des personnes qui peuvent vous alerter quand vous suggérez des choses qui font contre les règles obligatoires d'accessibilité parce que c'est bien de faire que les applications soient moins consommatrices, mais il faut aussi qu'elles soient accessibles au plus grand monde. Tout à fait. Alors attention, le dark mode, on le force pas. On dit juste que après l'accessibilité, normalement, tu peux tout à fait dire je veux pas mon appli en dark. Ce qui serait mal, ce serait d'avoir une appli en dark. Moi, ce que je dis, c'est que c'est mal de ne pas supporter le dark du tout, puisque pour les personnes qui n'ont pas de déficit, qui vont être impactées par rapport justement au dark mode, on sait que le dark mode aujourd'hui, surtout quand on a un écran OLED, donc ça va consommer moins, donc c'est bien de le supporter. Ah, c'était pas la désactiver? Non, c'est juste qu'en fait, il y a une clé dans le plylist qui dit moi, mon appli, essaie pas de faire du dark mode dessus. Et donc, du coup, le système ne peut pas prendre la main. Parce qu'en général, tout ce qui est accessibilité, il y a quand même pas mal de choses. Elles sont pilotées par le système. Et donc là, on va lui dire non, je veux que tu me laisses mon thème, que tu essaies rien de décliner et que même, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on va éviter. Après, il peut y avoir des cas d'usage. Encore une fois, un code smell, c'est juste quelque chose qui dit là, attention, il y a un impact. Après, il peut tout à fait être assumé ou alors nécessaire en fonction du service qu'on veut rendre. Donc, c'est pas non plus une obligation. Et par contre, bonne question. Je ne sais pas si on s'est vraiment posé la question de si de temps en temps, il ne pouvait pas y avoir des impacts avec tout ce qui est accessibilité. C'est vrai. Bon, merci pour m'avoir remonté l'idée.
Merci Gilles pour ta présentation. Là, du coup, on va pouvoir voir les codes SMEL qu'il y a dans le code de l'application. Est-ce qu'on peut aussi aller dans les dépendances qu'on va utiliser, notamment s'il y a une dépendance, par exemple, qui va forcer le passage de l'écran en activé? Est-ce que ça, on peut le détecter sur des appels de dépendance? Alors aujourd'hui, on ne le fait pas. Dans tous les cas, ça me paraîtrait compliqué, puisque la dépendance, ça dépend après si tu as le code source de la dépendance, vu que nous on agit sur le code source, ou si tu as juste la version compilée. Après, ça dépend. Si c'est sur Android, tu peux peut-être extraire l'archive pour regarder si tu as des traces de XML. Mais non, aujourd'hui, ça c'est assez compliqué. Oui, non. On peut voir que sur son code. Après, c'est un peu le même principe dans tout ce qui est monitoring de qualité sur Sonar et tout ça. Souvent, on va remonter les points sur lesquels on peut agir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ailleurs. Mais si ce n'est pas nous qui maintenons la dépendance, de toute façon, on ne pourra pas forcément agir. Donc, il faudra par contre recommander à ceux qui écrivent la dépendance d'installer des outils. Merci. Et sinon, est-ce que tu proposes une méthodologie pour appliquer des bonnes pratiques? Là, imaginons qu'on fait tourner le SonarQube avec les bonnes pratiques d'éco-conception, qu'on a 25 mauvaises pratiques qui sont détectées. Comment est-ce qu'on peut prioriser quelles mauvaises pratiques on va essayer d'améliorer? C'est une bonne question. Alors déjà, tu vas avoir, on a mis des criticités différentes en fonction de l'impact, puisqu'il y en a forcément qui vont avoir plus d'impact que d'autres. Après, j'ai envie de dire, non, j'ai pas trop de démarches. Donc, effectivement, ça, l'idée, c'est de l'intégrer au même titre qu'on va faire de l'analyse sur son code. Donc, si vous faites des analyses toutes les nuits, ça va remonter dans les mêmes autres issues qu'il y a. Donc, après, ça va être le même plan, ça va dépendre. Oui, je pense qu'on a aussi besoin de plus de contexte, parce que si tu es sur une fonctionnalité qui va bientôt être réécrite ou dépréciée ou supprimée de l'application, tu vas pas mettre la même énergie que quelque chose qui apparaît sur une nouvelle fonctionnalité qui est censée rester sur plusieurs années. Donc, c'est assez difficile, je pense, sans avoir la vision un peu produit, si je puis dire, de savoir comment prioriser ce genre de tâches. Mais après, voilà, sinon le premier indicateur, c'est le niveau de criticité. D'accord, merci. Salut. Donc du coup, j'ai une petite question, c'est concernant le temps que ça peut prendre sur un projet de taille moyenne. Alors, taille moyenne, on va dire d'une dizaine d'écrans, par exemple, sur Android. Ouais. Et du côté Sonar, le temps que ça peut prendre et l'énergie que ça consomme aussi. Du coup, puisqu'on va en gagner pour les utilisateurs, mais est-ce que si on le lance tous les jours ou à chaque nouvelle branche le lancer, ça peut aussi consommer de l'énergie en plus? Oui. Est-ce qu'il y a une bonne pratique à ça Alors, il n'y a pas de bonne pratique écrite. J'ai envie de dire que ça va dépendre un peu de ce qui est déjà en place dans ton environnement de travail. Après, c'est comme les analyses Sonar. Moi, je pense pas que ce soit la peine de les exécuter sur de l'intégration continue. Il va plutôt falloir les réserver sur tout ce qui va être pull request, et puis après refaire des checks sur tout ce qui est master régulièrement pour regarder. Puisqu'effectivement, ça prend un peu de temps. Alors, ça prend un peu de temps. Si tu parles d'10 écrans, alors c'est plutôt en ligne qui cause Sonar, mais sur des applications de plus de 100 000 lignes, ça dépend de la puissance de la machine sur laquelle ça tourne, tout ça. Mais c'est une analyse Sonar puisque c'est rare de faire tourner que EcoCode. Souvent, tu fais aussi tourner les autres outils qui vont détecter d'autres problèmes potentiels sur ton code. Pour faire tourner une analyse, ça va être quelques minutes, tu vois, 2-3 minutes. Sur les plus gros projets qui font 200 000 lignes de code, et s'il y a énormément de choses à rapporter, ça va pouvoir peut-être mettre un peu plus, peut-être monter à 10 minutes, mais on n'est pas sur des temps non plus très, très longs. Si. Merci pour la présentation et l'engagement de toutes ces personnes. Question, comment on fait pour la suite? 5 millions d'applications aujourd'hui sur les stores. Comment on fait
pour passer la vitesse supérieure. Parce que voilà, aujourd'hui, trouver des codes SMEL à un petit niveau, quelques agences, quelques développeurs, c'est bien. Mais aujourd'hui, l'enjeu, il est beaucoup plus important. Alors, comment vous avez réfléchi? Est-ce que vous en parlez? Quelles sont les solutions que vous envisagez? Est-ce que Apple et Android ne doivent pas prendre ça à bras-le-corps et que ça soit inclus en fait dans leurs guidelines? Oui, moi je pense qu'il faudrait. Après, je sais pas quels sont leurs plans sur ça. Et effectivement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu laissé, comme tu dis, à la discrétion des gens qui vont dire je vais quand même essayer d'un peu anticiper les choses, je vais faire attention. C'est pas la majorité des gens. Moi, je vois, chez InsideApp, on fait donc pas mal de missions de conseil et d'audit. Et dans le panoplie des audits qu'on propose, donc plutôt sécurité, code, architecture, on fait aussi tout ce qui est éco-conception. Donc par de la mesure, de l'analyse de code. C'est pas ce qu'on vend le plus aujourd'hui. Donc on sent que c'est en réflexion, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'engagent. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais sur la réglementation, mais le problème, c'est qu'elle va mettre du temps à arriver. C'est qu'à mon avis, si on ne passe pas par une phase de contrainte, on va dire attention, maintenant, toutes les applis qui font ça et ça, désolé, on ne les valide plus, ou je ne sais pas après ce qu'on va pouvoir mettre en place comme sanction. Mais bon, on n'y est pas encore. C'est ça le problème, c'est que ça va prendre du temps. On voit bien qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase de pédagogie qui va être assez longue. Et donc les effets, oui, faut bien commencer par quelque chose, mais on est bien conscient que c'est pas juste parce qu'il y a quelques acteurs qui se mobilisent qu'on aura pour le moins un impact. Mais bon, faut pas perdre espoir. Ouais, si je peux me permettre quand même pour rebondir sur la question, c'est quand même quelque chose qui commence à être mis en place par les OS. On voit notamment maintenant des notifications qui apparaissent en disant que cette appli consomme de l'énergie. Les stats sur la console. On commence quand même à avoir un feedback derrière qui fait que peut-être les développeurs et les boîtes qui sont derrière vont commencer à se poser des questions parce que, je te donne un exemple concret, j'utilise l'appli McDo, je reçois parce qu'elle utilise exactement l'exemple que tu as donné, elle utilise mal la localisation. Je reçois en permanence une notification qui me dit attention, cette appli, elle consomme. Donc peut-être qu'au-delà des normes, ça va passer par cette visibilité que peuvent avoir les utilisateurs sur la consommation que peuvent avoir les applis. Voilà, c'est juste pour revenir. Oui. Non, mais en plus, ce qui serait intéressant, on pourra peut-être continuer la discussion après, c'est que l'avantage qu'on a, qui est très souvent un inconvénient pour les développeurs mobiles que nous sommes, c'est que en fait, l'écosystème mobile, il est fermé, il y a des phases de validation qui peuvent être parfois un peu lourdes sur le code, les applications qu'on publie. Donc c'est vrai que ce serait potentiellement sans doute l'endroit où ce serait le plus facile à mettre en place versus tout ce qui va être site web ou autre, où ça va être compliqué d'aligner tout le monde sur les technos et les pratiques. Bon, réflexion à avoir. On va écrire une lettre à Tim Cook. On verra bien ce qu'il nous dit. Merci en tout cas pour les idées. Pas d'autres questions? Non, on est dans les temps. Ouais, finalement, merci d'avoir été curieux. Merci, G.